faut-il en finir ou comment en finir avec le greenwashing dans l'immobilier? Et pour en parler, j'invite Géraldine Ajax. Vous êtes directrice de la marque de Quartus. On parlait des promoteurs et vous en êtes un et non des moindres. Estelle Sabatier, vous êtes directrice publique, communication, événements et numérique au pavillon de l'Arsenal. Vianney Delourme, vous êtes cofondateur d'Enlarge Your Paris, un média Your Paris, bien sûr, pardon, par souci de cohérence. Un média culturel et un organisateur d'événements et notamment de randonnées à travers le Grand Paris. Et Céline Tignol, vous êtes directrice de la direction immobilier du groupe RATP. Donc on est ravis de vous accueillir. Donc écoutez, c'est bien parce que les sujets précédents ont un peu abordé ceux dont on va parler tout de suite. L'idée principale, finalement, qui est traduite par ce titre, comment faire plus et mieux qu'un simple greenwashing, on pourrait la formuler autrement en vous posant une question aux uns et aux autres qui serait, chère Géraldine, de vous inviter à nous démontrer que depuis longtemps, finalement, c'est ce que vous me disiez ce matin, depuis longtemps vous êtes engagé. Je crois que vous allez commencer par nous présenter une étude que vous avez réalisée qui montre que c'est aussi une attente. On parlait des clients, une attente de vos clients dans l'immobilier, que d'avoir des logements plus respectueux et plus engagés eux-mêmes, moins émissifs finalement. Dites-nous un peu, si vous voulez bien, les résultats de cette enquête, Géraldine. Jacques, merci beaucoup pour cette invitation. En fait, c'est vrai que à la lecture de l'intitulé de la table ronde, j'avoue qu'elle m'avait un peu titillée, pour pas dire agacée, en disant ça y est, on est encore reparti sur de la justification, les promoteurs, les opérateurs immobiliers, du greenwashing. Et très sincèrement, je pense qu'on n'en est plus là du tout, depuis même pas mal de temps, très sincèrement. D'abord, on le disait, la table ronde précédente l'abordait, en ce qui concerne l'immobilier résidentiel neuf. Si j'étais moi-même un peu provocatrice, c'est presque le produit le plus décarboné par définition. D'abord, il est bien encadré. La RE 2020, honnêtement, donne des cadres et des engagements qui sont très forts. Donc, il y a des trajectoires, mais je pense que les opérateurs, et les opérateurs immobiliers en particulier, sont quand même depuis très longtemps, effectivement, engagés. Alors, pour celles et ceux, peut-être dans cette salle, je ne le pense pas, mais qui pourraient douter qu'un promoteur immobilier puisse, par conviction sociétale ou vis-à-vis des enjeux de la planète qui nous commandent tous, bouge de manière rapide, moi je pense que c'est bien sûr un enjeu sociétal, mais c'est d'abord un enjeu économique, et pour deux raisons, et c'est plutôt l'objet de mon propos, c'était de se dire que en fait, c'est les clients qui nous font bouger, et c'est nos investisseurs. J'y reviendrai, on en a parlé un peu dans la table ronde précédente, mais c'est absolument fondamental, et force est de constater que l'orientation des flux financiers pour financer nos projets accélère, et c'est heureux, une production décarbonée de ce que l'on fait. Les clients, bien sûr, nous guident, et quand on parle de décarbonation, on ne parle pas de projet de tableur Excel. Enfin, je veux dire, faire de l'immobilier durable, c'est pour bien loger les gens. Alors, ce qui est très important quand on est un promoteur immobilier, c'est de comprendre ce que veulent ses clients et d'essayer d'y répondre au mieux. Alors, en fait, j'avais préparé quelques slides pour partager avec vous quelques enseignements d'une étude qu'on a fait l'année dernière, qu'on a diffusée en novembre dernier, qui était pas vraiment sur l'immobilier durable, mais qui était de comprendre en fait ce que les Français attendaient de vivre en ville. Est-ce que vous pouvez faire sans, parce qu'il y a eu un bug Si, ah bon. On l'a là, mais en fait, il n'y a pas de petites zapettes. C'est vous qui devez bouger les Alors, choses. tout va bien. Alors, en plus, elle est un peu longue, mais on ne voit pas grand-chose, à mon avis, vous n'allez rien voir. Donc, je vais essayer. Je fais comme ça ? Et vers la régie. Ah oui, d'accord. Donc, ce que je vais essayer d'aller rapidement, en plus, pour ne pas mobiliser la parole. Simplement, c'était pour vous dire qu'on avait
pris le temps d'interroger 1500 personnes qui habitent dans les métropoles, c'est-à-dire dans les 3 tailles de grandes villes, pour essayer de comprendre, après le Covid, ce qui était à l'œuvre dans le fait de vivre en ville et qu'est-ce qui pouvait être considéré, essayer de mieux comprendre ce qui était peut-être conjoncturel dû à cette période très particulière qui a changé beaucoup le rapport au logement, et ce qui était plus structurel avec peut-être des mutations de fond et qui rendait l'immobilier durable et qu'est-ce qu'on pouvait mettre là-dessous. Ce qu'on a fait, c'est que, je fais juste en méthodologie, on a interrogé donc 1500 personnes et on a travaillé comme un peu dans un bureau de tendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait vraiment un sondage, on a pris cet échantillon, dedans il y a 20% de gens qu'on considère comme étant des consommateurs, on va dire influenceurs, et on a analysé les tensions qu'il y avait entre les deux. Puis quand il y avait des fortes tensions, on s'est dit ah là il se passe quelque chose. En fait, ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'on le sait tous, on habite tous très majoritairement en ville en France. On a 80% des gens qui habitent en France. Pour autant, en ville. Pour autant, il y a un désamour de la ville. On le sait aussi. On s'y sent pas bien. Nous, on a été frappés par le fait que la ville était très questionnée. Une majorité de gens nous disent, en fait, on a expérimenté avec le Covid que vivre en ville, c'est une question de compromis entre des services et une qualité. On s'est bien rendu compte que la façon dont on était logé, on en a tous fait, je pense, individuellement, l'expérience était absolument déterminant. Et que quand on nous coupait un certain nombre de services, quand on nous dit on n'a plus accès aux soins, à la culture, aux mobilités, tout d'un coup, le logement devient extrêmement prégnant. Et entre ceux qui étaient bien logés et ceux qui étaient mal logés, je pense que tout le monde n'a pas du tout vécu le confinement de la même manière. Une fois qu'on s'est dit ça, nous, il y a 2 éléments qui ont été importants. C'est que, en fait, le fait de vivre en ville, c'est le miroir de notre société. Et donc, du coup, l'impact du changement climatique, il est très fort. La ville, c'est aussi le creuset des inégalités qui sont très fortement ressenties. On parlait de social tout à l'heure, mais ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, ceux qui bénéficient de qualité ou pas, sont des éléments importants. Et puis, l'impact du digital. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que sur le changement climatique, le rapport à la ville, il est d'abord le risque lié aux fortes chaleurs, à la pollution, le risque d'avoir une ville étouffante, c'est ce qui était sorti en premier lieu. Et du coup, c'était très, très important. Je ne commande pas, je vous laisse un peu lire. Et puis, vous pouvez trouver sur le site de Quartus l'enquête dans sa totalité. Simplement, c'était un élément important. Ce qu'on a voulu essayer de comprendre aussi, on parlait beaucoup d'éco-anxiété, on voulait savoir si c'était quelque chose qui était un petit peu flottant ou est-ce que c'était, comment on pouvait qualifier ce sujet. Effectivement, chez les plus jeunes, les 18-24 ans, on est à, je crois, 67% de gens qui se déclaraient éco-anxieux. Très clairement, on passait une marche sur l'appréhension, le risque ressenti et en tout cas une préoccupation qui devenait plus que anxiogène. Et donc ce terme-là, en fait, on leur avait demandé est-ce que vous êtes préoccupé, inquiet, éco-anxieux, en tout cas pour choisir parmi des dénominations. Et ce terme-là est arrivé très vite, donc force est de constater que ça devient plus prégnant, mais dans une inquiétude plus importante. Le deuxième enseignement, il était sur effectivement les inégalités qu'on considère être de plus en plus croissantes au sein des villes. Le premier facteur d'exclusion, c'est l'accès au logement, de par la cherté. Le pouvoir d'achat, je vous avais juste mis là en perspective que le pouvoir d'achat d'un jeune actif entre 2000 et 2021 était passé de 20 mètres carrés à 11 mètres carrés. Et vous savez qu'en Ile-de-France, 2 jeunes actifs ou 3 jeunes actifs sur 10 continuent d'habiter chez leurs parents. Donc effectivement, ça c'était une étude de la Pure, je crois, en décembre 2022. Donc c'est pour vous dire que la pression, elle est effectivement énorme sur ce sujet, au-delà même de la difficulté, de l'accès et de la cherté du logement. Ça veut dire une chose, c'est qu'on ne se sent pas bien en ville, on a du mal à y accéder, on a même
intégrer le fait qu'on pourrait ne pas devenir propriétaire. Je reviens sur ce que monsieur disait tout à l'heure. Nous, ça apparaît très clairement dans cette étude, c'est-à-dire que les plus jeunes ont intégré le fait que peut-être qu'ils sont très ouverts à d'autres formes de propriété. C'est un élément qui est arrivé très fortement dans l'étude. C'est-à-dire que le désir de propriété reste très fort en France, c'est culturel. Simplement, les façons d'y accéder de manière classique ont complètement bougé et dans les plus grandes villes, c'est un élément qui est apparu de manière très forte et très durable. Enfin, bon, l'importance du digital est important. Le télétravail s'est mis en place, donc l'utilisation, en tout cas les fonctions du logement, ont aussi énormément bougé. Je n'y reviens pas, j'ouvre un peu Tout ça pour vous dire que le logement, il a pris une part très importante. Il a pris une part très importante et alors, d'un point de vue presque... ça reste encore un achat émotionnel, assez fortement, et son utilisation, effectivement, ses usages sans doute évoluent, mais en tout cas, on y accorde beaucoup d'importance et on y met beaucoup de choses. Et moi, je voulais juste insister sur ça, je vous ai mis les 5 enseignements. On a eu toute une batterie de questions, donc c'était trop long pour vous les présenter, mais on a 5 éléments qui sont apparus extrêmement forts. Le premier, c'est le rapport à la santé. C'est quelque chose qu'on entend ici ou là, mais qui est apparu de manière très très forte. C'est-à-dire que nous, un des enseignements de cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que peut-être dans la société, ce qui avait parcouru l'univers de l'alimentation avec le bio, la cosmétique, arrivait maintenant dans le logement, dans un espace où on y passe plus de temps, et que le rapport à la santé, c'est-à-dire, je ne dis pas l'obsession de la santé, mais enfin si quand même, depuis le Covid, est devenu quelque chose de très fort. Vous voyez bien que sur des éléments environnementaux et d'exigence, et je ne parle pas uniquement de est-ce qu'on met des poignées en cuivre ou d'autres matériaux, ou est-ce qu'on met en place de la peinture qui soit suffisamment végétale et tout ça. Je pense que les éléments vont beaucoup plus loin. Donc il y a un rapport à la santé qui effectivement est apparu de manière très forte. Le deuxième sujet, c'est une attente de modularité. Alors j'insiste et j'y reviendrai, c'est que l'étude nous dit, en fait, moi, mon rapport au logement, c'est que ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que c'est moi qui dois m'adapter à mon logement et pas l'inverse. Et en fait, moi, ce que j'attends, c'est que j'ai un logement qui puisse s'adapter à l'évolution de ma vie, de ma famille, de mes besoins, de mes envies, et que cette modularité n'existe pas suffisamment. En fait, j'acquiers un bien qui est extrêmement statique, dans lequel d'ailleurs j'ai assez peu de marge de manœuvre, même au moment de l'acquisition, il est vrai. Et donc, on a trouvé que c'était un enseignement qui était intéressant et que, pareil, dans un immobilier durable, c'était à prendre en compte. Enfin, l'environnement plus vert, j'y reviendrai pas. On a bien vu à quel point le retour de la nature en ville, en tout cas la reconnexion avec la nature, n'était pas du tout un mouvement d'humeur, mais quelque chose d'extrêmement profond. Je pense qu'il y a très peu de promoteurs aujourd'hui qui mettent sur le marché, par exemple, des immeubles ou des résidences sans balcon. C'est devenu un standard. Il y a un élément qui était intéressant dans l'étude, moi je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent, c'est qu'une majorité, enfin une part importante, on va dire, je crois que c'est 47%, des personnes interrogées disaient « je suis prêt à habiter dans un logement plus petit à partir du moment où j'ai une surface extérieure qui est plus grande ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un des éléments constitutifs véritablement du choix et de l'offre, alors qu'on n'était pas complètement comme ça dans les choix aujourd'hui jusqu'à présent. Donc là, c'est vraiment, je pense que ça, c'est irrémédiable. Ce rapport-là a vraiment changé et on doit le prendre en compte à la fois dans le logement, dans ses abords, dans la place de la nature et puis, bien sûr, tous les travaux qu'on doit faire en matière de biodiversité. Enfin, le dernier... mais qui nécessiterait une table ronde à lui tout seul. Donc, nous, on a été extrêmement surpris que dans cette société on va dire, de crainte et de préoccupation de son environnement extérieur, du logement qui est un cocon pris aussi comme un élément de repli dans lequel on investit beaucoup, on était assez peu enclin à partager.
Alors nous qui travaillons beaucoup sur les usages, j'avoue qu'on est un peu tombé de notre chaise, mais qu'est-on prêt à partager ensemble? Vous savez qu'il y a eu beaucoup, on essaye de travailler sur des cuisines partagées, la pièce en plus, les éléments de coworking, etc. Cette étude, nous, elle nous a montré, on a pris un peu une douche où en fait les gens étaient prêts à partager pas grand-chose si ce n'est un jardin, c'est-à-dire toujours encore le rapport à la nature. Je laisse ça de côté, ça sera à méditer, mais je pense que la société dans laquelle on vit, et je ne parle pas du contexte politique que nous vivons en ce moment, nous appelle à méditer collectivement. Tout ça pour vous dire que l'immobilier durable, c'est un immobilier qui doit prendre en compte ces demandes, qui, à mon avis, sont des changements, des attentes profondes, pas uniquement des attentes, on va dire, de décarbonation au sens de performance. Comme on le disait, franchement, l'immobilier résidentiel neuf aujourd'hui, il est performant environnementalement d'un point de vue énergétique. On peut toujours mieux faire, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on répond à des exigences qui permettent une certaine durée. Moi, j'ai un bémol, en fait, un biais sur cette réglementation de RE 2020 qui nous commande tous, et c'est heureux, c'est qu'elle aligne tous les bâtiments sur 50 ans, et que pour moi, un immobilier, encore une fois, durable, c'est un immobilier qui dure. Et que ce qu'on pointe ici sur la modularité, ou qu'on pointe sur la réversibilité des bâtiments, en fait, c'est pas pris en compte et on ne peut pas le faire. Et ça, je trouve que c'est un biais, voire même une façon de voir, une façon de définir ce qu'est l'immobilier durable. Enfin, je pense que personne ne dira que d'habiter dans de l'haussmannien, c'est forcément désagréable. Au regard de la RE 2020, on ne peut pas le faire. Au regard des PLU aujourd'hui, si on voulait reconstruire les centres-villes dans lesquels on se sent bien, on ne pourrait pas le faire. Donc, je pense que durabilité de l'immobilier, c'est aussi sa capacité à se transformer, à évoluer dans le temps, à avoir plusieurs vies, et de le faire aussi au service des gens. Merci infiniment. Comment vous voyez, Géraldine, l'avenir de votre profession? Parce qu'on entend que les promoteurs sont quelque part presque une espèce menacée, notamment par la raréfaction du foncier, par le fait qu'on ne parle plus que de transformation. Et non plus de construction, parce qu'il y a le ZAN, parce que le foncier est rare, est-ce que vous êtes appelé à changer beaucoup de modèles, je pense à ce rapport à la transformation de l'existant? Pour être honnête, et puisqu'on est entre nous, je pense qu'on est quand même assez conscient que dans les années à venir, globalement, on va construire différemment, et sans doute construire du coup peut-être un petit peu moins. Moi, je pense que effectivement, un des enjeux, c'est la transformation et donc la conservation. Je prends un exemple d'une opération qu'on a dans Paris Intramuros. On travaille avec des architectes qui s'appellent Lacaton et Vassal, que vous connaissez, sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, où on transforme une ancienne maternité en plusieurs appartements. On conserve 80% du bâtiment et puis on y fait une extension. Je pense que c'est l'histoire de la ville d'être refaite sur elle-même. Aujourd'hui, les dimensions de transformation de bâtis, qu'on appelle la régénération urbaine, enfin, oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, nous, chez Quartus, c'est un des éléments de notre trajectoire carbone, c'est-à-dire que au-delà de la performance, on s'est dit, on a fixé un objectif que 30% de l'activité doit être issue d'un travail de régénération. Aujourd'hui, on a 80% de nos opérations qui sont faites sur des terrains dits déjà artificialisés. Ça ne veut pas dire que c'est de la transformation de bâtis. Ce que je veux dire, c'est que la ville sur elle-même, oui, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important, au regard du ZAN, bien évidemment. Mais je pense que ça, c'est un nouveau métier. Pas un nouveau métier, mais c'est un travail pour un promoteur immobilier plus complexe, plus technique,
Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent en ordre de marche sur ce sujet, de manière plus ou moins importante, mais ce n'est pas du tout un segment qui est à la marge, je pense. Je pense que c'est une partie, oui, importante de l'activité dans les années à venir. Un mot sur la conjoncture. Lors du dernier MIPIM, il y a eu des échanges un peu tendus entre certains promoteurs et Grand Paris Aménagement, par exemple, où on a reproché, les promoteurs ont reproché des exigences qui leur empêchent de faire leurs affaires correctement. Et vous êtes, quel regard vous portez sur la sortie de crise? Est-ce qu'on s'y dirige? Olivier Ramé parlait d'un léger mieux. Vous le ressentez? Vous êtes inquiète sur l'état de la conjoncture? On sait qu'on traverse une crise de l'immobilier sans précédent. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Bon, d'abord, je ne fais pas de commentaires sur mes collègues, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tirer à boulet rouge sur des gens, sur des aménageurs. Je suis un peu partisane. J'ai eu l'honneur de travailler chez Grand Paris Aménagement, mais on fait des propositions. Quand il y a des aménageurs qui essayent de proposer un certain nombre de choses, de faire des initiatives, faut plutôt regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Enfin, voilà. Ceci étant dit, le secteur, oui, le contexte est difficile. Il y a une légère, effectivement, reprise, mais qui va mettre effectivement du temps. Je serais un petit peu moins sévère que la personne précédemment sur le frein en fait à la production qui prépare la pénurie de demain. Je pense qu'il faut que la machine se remette en ordre de marche. Moi, c'est pas ce que je crains, ce que je vois de toute façon arriver, c'est que on va aussi, indépendamment de la façon dont le contexte va s'ouvrir à nous dans quelques semaines, le calendrier des municipales est en général assez peu propice à une accélération des projets immobiliers et donc va venir un peu percuter un travail de reprise qui va avoir lieu. Donc moi, c'est surtout ça que je vois, c'est que avec une stabilisation des taux, les choses sont en train effectivement de reprendre, mais cette reprise, elle sera progressive et on ne va pas être dans quelque chose, je pense, de fulgurant. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, Jacques, et j'en terminerai juste par là, c'est au-delà des clients, moi ce que je voulais dire, c'est que force est de constater que la façon dont on finance les opérations immobilières aujourd'hui accélère le mouvement sur la transition écologique. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'heureux, parce qu'il faut toujours des moments de convergence, et que les investisseurs aujourd'hui qui financent les projets immobiliers sont très clairs sur le sujet. Une grande majorité d'entre eux veulent sont article 8 dans la taxonomie, que les dispositifs donc, techniques de reporting sont quand même très serrés et que les réglementations européennes, que ce soit de taxonomie ou de CSRD, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est très technique, mais enfin il y a une batterie d'indicateurs qui demandent beaucoup de travail, fait que à la fois ça accélère le mouvement, ça met en place une transparence aussi sur les données, une harmonisation des données, et je pense que le mouvement est effectivement donné par cette orientation des flux financiers plus verts, et je pense que c'est une chance, enfin en tout cas c'est une opportunité pour le secteur. Ouais. Merci beaucoup. Céline Tignol, vous êtes très engagée à la RATP sur ces questions, parce que vous me le disiez avec beaucoup de franchise, mais c'est pas très difficile à déduire, c'est-à-dire que vous avez un parc immobilier très important avec les entrepôts, c'est-à-dire qui ont été construits il y a quelques décennies et qui ne sont pas optimales au niveau de leur performance énergétique, et puis vous êtes un gros, si j'ose dire, un propriétaire foncier, donc vous êtes confronté à cette exigence d'optimisation des usages. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes engagé sur toutes ces questions à la direction de l'immobilier de la régie. Merci, bonjour à tous. Oui, je suis contente qu'on parle un petit peu de l'existant. Je crois que ça a été bien pointé dans la table ronde précédente. Il y a bien sûr tous les efforts de décarbonation à faire sur les projets neufs, mais il y a aussi vraiment la question du stock. Et nous, on a la chance d'être à la fois un grand propriétaire immobilier, industriel et immobilier, mais aussi un acteur des projets. Donc, je vais vous répondre sur cette première question.
On est propriétaire finalement de tous les actifs qui permettent au système de transport de fonctionner, c'est-à-dire voilà, tous les ateliers de maintenance, on a de l'immobilier tertiaire, on a des centres bus, des garages, on a des data centers, on a des centres médicaux. Voilà, on a une grande diversité de patrimoine, et l'histoire fait que ce patrimoine, très souvent, il a été conçu, vous disiez il y a quelques dizaines d'années, mais pour certains d'entre eux, au début du XXe siècle. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui finalement, avec une réglementation qui, et c'est très heureux, maintenant c'est vraiment largement enrichi en la matière, avec le décret tertiaire, le décret Bax, etc., toute une série de réglementations. Et en fait, quand on regarde notre patrimoine, notre existant, mais en fait, je vous disais l'autre jour, on habite dans des passoires thermiques. En fait, de fait, on habite dans un immobilier qui n'est pas du tout au niveau de ses ambitions. Donc on a commencé un travail de diagnostic. Il faut imaginer voilà, en quelques chiffres, en fait, on occupe à peu près nos 800 000 mètres carrés. Notre patrimoine représente à peu près 800 000 mètres carrés pour la surface, et puis on rajoute 2 millions de mètres carrés si on parle de toute l'infrastructure. Et donc vous imaginez quand même des volumes assez conséquents. Donc il y a déjà une première étape qui est de connaître ce patrimoine. C'est pas si simple. Voilà, comme je dis, c'est un patrimoine qui s'est constitué au fil du temps, du siècle. Donc déjà, connaître ses caractéristiques thermiques, environnementales, etc., vraiment, c'est tout sauf trivial. Et puis ensuite, il s'agit de savoir voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire et comment on priorise. Et nous, on en est, c'est très beau. À la fois, on est très engagé parce qu'on est vraiment conscient de l'enjeu et du sujet, et en même temps très modeste, parce que quand on commence à prendre la mesure du sujet, en fait, on se rend compte qu'on est en train de parler d'un investissement à consentir qui est de l'ordre du milliard d'euros. C'est-à-dire un investissement qui n'est pas du tout à l'échelle de ce que nous, on a eu l'habitude de mettre sur notre patrimoine, même dans des logiques de gros entretiens, de maintenance, etc. Et il y a une part de cette superficie impressionnante dont vous n'avez plus l'usage. Hein. Si j'ai bien compris, les techniques font que vous avez besoin de moins de place pour opérer les mêmes services. Alors, un peu comme la SNCF. Alors en partie, mais alors à la différence peut-être de la SNCF, c'est que la SNCF a la chance quelque part d'avoir un peu encore des friches et d'avoir justement ces grandes emprises qu'on connaît, y compris dans Paris Intramuros, qui sont dans des logiques de mutation. C'est très différent pour nous à la RATP, où on est vraiment sur nos installations, elles sont là aussi très bien situées. Donc souvent dans Paris Intramuros, on a des grands ateliers de maintenance, on a souvent plusieurs hectares, donc quasiment tous les arrondissements périphériques en première couronne. Donc des sites qui précédaient la ville et qui se sont fait encercler, donc des localisations extrêmement intéressantes, mais pour autant la demande de transport elle augmente aussi beaucoup, donc on augmente les besoins de bus, on renouvelle les matériels roulants sur le métro ou sur le RER, et donc les besoins de maintenance se font plus comme au siècle dernier, mais avec des enjeux d'ergonomie, etc., qui font que finalement, en volume, on occupe quand même beaucoup de place. Donc malheureusement, nous, on essaye, hein, mais on n'a pas tellement cette opportunité, finalement. Alors on essaye d'aller dans la rationalisation de notre parc, mais ce n'est qu'un des leviers. Et si je termine, peut-être je me permets sur l'existant, quand on a regardé en fait, comment notre patrimoine se positionnait par rapport aux ambitions du décret tertiaire, en fait, on se rend compte qu'on a un tiers de notre parc seulement qui passe l'échéance 2030, et on a 10% seulement de notre parc qui passe l'échéance 2050. Ça veut dire que finalement, on va être obligé dans les 20 années qui viennent, de réinvestir sur 90% de notre empreinte tertiaire industrielle. Voilà. Donc ça donne quand même la mesure. En fait, c'est assez vertigineux hein, pour nous, puisque on est dans un système de financement du transport public en Ile-de-France qui n'est pas forcément l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais qui est particulièrement contraint en termes de financement. Et donc la question va se poser de savoir comment on peut financer cette mise à niveau, et pas uniquement d'un point de vue énergétique. L'idée, bien sûr, c'est d'essayer de traiter tous les sujets. C'est aussi traiter la question de la sobriété en eau, de traiter la question de l'énergie de notre parc, les véhicules, l'électrification des véhicules. Voilà. En fait, on déploie tout un programme très très large qui nous fait, et on en est un peu qu'au début, quoi. Mais vous ne savez pas comment vous allez financer ces investissements. C'est une question que vous posez. Alors aujourd'hui, oui, c'est une question. Alors on en est au stade du plan. Voilà, on en est à la programmation de ces investissements, à la priorisation, parce qu'on est sur 20 ans de travaux devant nous, donc on a ça vraiment très largement devant nous.
Maintenant, là où c'est plus facile, et je rejoins peut-être votre question précédente, c'est néanmoins, en fait, ce qui est compliqué, c'est souvent de travailler sur du parc qui n'a pas besoin de changer pour des questions opérationnelles. Quand on est très content d'un atelier de maintenance, d'un centre-bus, justement, pourquoi réinvestir des dizaines de millions comment on va financer ça? Là où c'est plus simple, c'est comme vous le disiez, c'est qu'en fait, quand on a des sites qui peuvent évoluer, parce que rationalisation, voilà, parce qu'on a des projets. Et là, dans le cadre des projets, là, on trouve en fait ces opportunités de financement. Et c'est peut-être plus simple dans cette configuration. Oui, parce que vous transformez beaucoup, on suit ça de près, des sites auxquels vous ajoutez une pluralité d'usages avec du logement ou de diverses fonctions sur vos entrepôts. Vous nous direz un mot, parce que vous faites partie, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, Jean-Luc Ampary, de ceux qui pensaient qu'il faut réinventer le modèle, en fait, finalement, de cession. Certains disent la charge foncière, c'est terminé, un modèle où finalement, on calculait un différentiel entre le prix du foncier, le coût de la construction, puisqu'il faut valoriser le vert, qu'il faut valoriser les espaces non construits, et que ça, dans le modèle économique d'un gestionnaire immobilier, là aussi, ça pose quelques questions. Exact. Vous avez des pistes de réflexion sur ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il y a des groupes de réflexion, on y réfléchit, l'EPFIF y réfléchit, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des choses très concrètes encore. Alors, exactement, on réfléchit beaucoup à ces questions. Donc, j'ai parlé de l'existant, j'avais pris une ou deux images pour vous parler justement des projets, parce que c'est là où on se pose beaucoup ces questions de modèles. Donc, sur nos projets, qu'est-ce qu'on essaye de défendre? En fait, on est exactement dans le droit fil de ce que vous... de ce qui a déjà été esquissé dans ces deux tables rondes. C'est en fait les projets que la RATP mène sont des projets sur son existant. Donc on est vraiment sur cette logique de transformation de notre existant de la ville sur la ville. Et donc on est conscient, comme je le disais tout à l'heure, de la rareté foncière, finalement de cette chance qu'on a d'avoir ce patrimoine extrêmement central, mais néanmoins sur lequel nous on fait de l'industrie, donc c'est-à-dire quand même des externalités négatives, des choses qui peuvent être difficiles à accepter en centre-ville. Et donc depuis plusieurs années, on a essayé finalement de changer de lunettes et de se dire que ces sites industriels, c'était aussi des opportunités pour faire cette ville telle que vous la décrivez, qui correspondrait aux attentes de nos concitoyens. Et donc, on a développé toute une typologie de projets où on conserve, et c'est extrêmement important pour nous, on conserve notre activité, c'est-à-dire on conserve un atelier de maintenance, on va conserver la maintenance vraiment dans Paris Intramuros ou en première couronne, parce que c'est là où on a besoin d'opérer le système de transport. Mais pour autant, en fait, par une logique de mixité fonctionnelle, de superposition, en montant des projets assez complexes mais riches, on va ajouter à cette programmation initiale de l'industrie du logement, par exemple, du logement social pour nos salariés. Donc on voit bien l'intérêt, en fait, pour l'entreprise, à la fois de pérenniser son outil industriel, mais aussi d'atteindre des objectifs, notamment de logement et de logements sociaux. D'une part, et puis en faisant ça aussi de mettre à niveau cet existant, parce qu'il faut imaginer que ces fameux ateliers de maintenance que je décris, ce sont des sites qui sont certes très bien situés, mais qui sont... On parlait de l'enjeu de la chaleur urbaine et qui est ressenti comme un des risques forts. Effectivement, quand on regarde des cartes de l'îlot de chaleur urbain à Paris, en fait, on voit très concrètement les grands sites de la RATP spotés en rouge. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire de diagnostic faune flore chez nous, parce qu'en fait, il y en a pas. Donc, en fait, on voit bien qu'on part d'un existant qui, de fait, nous permet d'être très ambitieux sur les objectifs qu'on va chercher. Et c'est aussi un des intérêts de nos projets, c'est vraiment de travailler ces logiques de désimperméabilisation, de couverture végétale, qui vont vraiment, et quand on les modélise et quand on les vit, vraiment avoir des vrais impacts sur tous les tissus environnants. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Alors je veux une image, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Oui, on a eu un problème technique, on est désolé. Il faut imaginer des logements, des toitures végétalisées, des jardins en superposition de nos fameux ateliers de maintenance. Et ça m'amène à votre dernière question, qui est celle du montage en fait, et de la réalité économique de ces projets. Moi, je suis peut-être un tout petit peu moins optimiste que Géraldine en la matière. En cela que, en fait, ces projets, on y croit beaucoup, on y est très engagé, mais ils sont dans des économies de projets qui sont quand même très largement remises en cause, d'une part par la crise économique, la crise de l'immobilier qu'on vit en ce moment,
mais plus globalement par finalement l'évolution de la réglementation des PLU, notamment à Paris le PLU bioclimatique, qui ont changé les règles du jeu et qui font qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mal à équilibrer ces opérations, alors même que pour autant, créer ces îlots de fraîcheur en ville, créer du logement social, etc. Globalement, je pense qu'on est très alignés, notamment avec la ville de Paris, sur les ambitions, et pour autant, on n'arrive plus à financer les projets. Donc la question que nous on se pose, on réfléchit beaucoup à ces questions de modèle économique. À partir du moment où nos projets sont capables de proposer des externalités positives, qui sont d'ailleurs celles qui sont souhaitées dans le PLU bioclimatique de Paris, qui va être adopté. En fait, nos projets sont très alignés, mais pour autant, on parle d'externalités positives, mais elles ne rentrent pas dans un bilan de promotion aujourd'hui. En fait, le mètre carré végétalisé, l'eau, etc. En fait, tant qu'on n'a pas... Alors, nous, aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on se dote d'une comptabilité carbone. Mais ça, pour l'instant, déjà, on n'y est pas tout à fait. Et puis, ça suffit pas. Donc, comment demain, dans des projets, finalement, on valorise collectivement les services, les aménités positives qu'un projet peut générer sur son environnement? Ça, c'est vraiment une réflexion... Et quelles seraient les pistes? Il existe déjà des pistes de réflexion, de début de réponse à cette question qu'on comprend bien? Alors, c'est des sujets qu'on partage notamment avec la SNCF, par exemple, qui a très envie de proposer que ces fonciers, par exemple, le long des voies ferrées, alors pas forcément en zone aussi dense que nous, mais voilà, on sent qu'il y a des potentiels de renaturation sur les fonciers, sur nos fonciers comme sur Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas aujourd'hui de modèle. Moi, je disais, au sein de notre entreprise, on est en train de se doter d'un poids du carbone. Donc déjà mettre des euros en face d'une tonne de carbone évitée, déjà rien que pour prendre la décision en interne d'une entreprise de savoir pourquoi je le fais, pourquoi je le fais pas. Je pense que ça peut déjà, en termes de prise de décision, nous aider à maturer en fait sur cette question. Mais finalement, c'est une question que chacun doit se poser, mais ensemble en fait, parce que finalement, c'est un modèle entre l'aménageur, le promoteur, l'opérateur. Donc, je pense qu'on est un peu au début de ces réflexions-là. On pourrait imaginer un marché du carbone avec sur le modèle des certificats d'économie d'énergie que vous pourriez commercialiser. Le certificat d'économie d'énergie, c'est une piste qu'on explore aussi et qu'on mobilise, et je crois qu'on en parlera dans la table ronde suivante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question est quand même, me semble-t-il, beaucoup devant nous. Très bien. Estelle Sabatier, vous êtes très engagée et sous la férule de Marion Waller, vous mettez le pavillon de l'Arsenal au service de cet engagement dont on parle depuis le début de la matinée. Vous souhaitez acculturer le plus possible par vos expositions toute la chaîne de valeur de l'immobilier, pas seulement l'architecture qui est votre spécialité, mais bien au-delà, à cet impératif de transition. Expliquez-nous un petit peu comment vous regardez ces questions et comment vous agissez pour accompagner ce mouvement profond qu'on décrit ce matin. Merci Jacques, merci à toutes et à tous d'être là ce matin pour ces questions qui sont absolument essentielles. Le pavillon de l'Arsenal, ça fait plus de 30 ans maintenant que ça existe. C'était fait déjà historiquement pour partager au plus grand nombre de Parisiennes et de Parisiens les évolutions architecturales de Paris. Dans une idée de partager ce qui se passait dans l'environnement immédiat des gens, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, architecture ne veut pas dire grand-chose. La plupart des personnes n'ont pas conscience que quand on parle d'architecture, on parle de la forme de leur trottoir, du bâtiment qui va être voisin du leur, ou même des services qu'il y a dans leur logement construits par les promoteurs immobiliers. Donc pour nous, le premier enjeu, c'est d'essayer aussi pour le grand public de mieux comprendre les enjeux de l'architecture, et y compris à un niveau citoyen. Et c'est pour ça que de plus en plus, et ça fait déjà longtemps que le pavillon de l'Arsenal est engagé dans cette dynamique, et je pense que c'est encore plus renforcé avec Marion Waller qui portait déjà ça à la ville de Paris, on essaye d'avoir un fil rouge écologique extrêmement fort dans toutes nos expositions, dans toutes nos activités. Le pavillon de l'Arsenal, c'est plus d'une dizaine d'expositions par an, c'est des éditions qui vont avec, c'est plus de 200 événements par an, et à chaque fois on essaye dans nos tables rondes, dans le propos de l'exposition, dans le choix du commissariat de l'expo, d'avoir cette sensibilité-là qui est portée, parce qu'en fait il n'y a pas un seul sujet aujourd'hui où il n'est pas pertinent de parler d'écologie et aussi de thématiques sociales, voire même politiques. C'est vrai qu'on s'assume aussi de plus en plus comme une institution culturelle engagée, surtout en ce moment, et je pense que d'ailleurs on va pas hésiter en fait à accentuer ça. D'ailleurs ce soir, et vous y êtes tous évidemment invités, on a une conférence sur le thème des natures urbaines, qui est notre exposition en cours, et on va interroger le fait de savoir si
repenser le modèle des villes à l'aune du rapport au végétal et à l'animal, ça redéfinit pas un petit peu aussi le contrat social entre nous? Je pense que parler de contrat social en ce moment, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, on a fait le thème de la conférence il y a quelques temps, mais finalement, c'est toujours plus d'actualité. Et en fait, toutes les institutions culturelles doivent participer à cette acculturation positive, mais surtout nécessaire aux questions environnementales. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on essaye en même temps de garder une très haute qualité scientifique dans nos contenus, parce que c'est aussi un lieu à dimension professionnelle qui a toujours alimenté les recherches, les discussions, les travaux d'architectes, et qui a toujours été aussi un lieu de plateforme de rencontres professionnelles. C'est un lieu où on est très content de pouvoir, par exemple, avoir Quartus, avoir les derniers architectes paysagistes AJAP, d'avoir la dernière génération de chercheurs ou les plus anciennes générations de chercheurs qui ont fait date sur un tel ou tel sujet. C'est extrêmement important de rester cette plateforme où tous les composants de la fabrication de la ville se rencontrent. Et c'est un devoir aussi pour nous d'adresser les sujets, de les mettre à l'agenda, et dans le choix de nos conférences, c'est ce qu'on essaye de faire pour que tout le monde, à un moment donné, réfléchisse à voilà, quel modèle de financement pour les promoteurs, quel avenir pour les promoteurs. Il n'y a pas très longtemps, on avait une conférence sur la question du bois, de l'utilisation du matériau bois. Autour de la table, il y avait aussi bien ingénieurs, promoteurs qu'architectes, et la discussion ne peut pas se faire en fait sans cette parole plurielle, parce qu'on a tous des contraintes diverses et variées. Mais nous, notre rôle, c'est de pousser tout le monde à la meilleure qualité architecturale, mais aussi environnementale. Donc c'est essentiel, quoi. Très bien. Et vous allez chercher des exemples à l'étranger de plus en plus aussi, en Europe notamment? Exactement. Alors, c'est dans l'exacte lignée de ce que vous disiez entre Quartus et RATP Immobilier. De plus en plus, la question de la rénovation est essentielle. Et il y a de ça peu de temps, on a rejoint le pavillon de l'Arsenal, l'initiative House Europe, qui est un mouvement citoyen qui va chercher à porter une proposition de loi européenne pour favoriser la rénovation plutôt que la démolition. C'est assez inédit comme mouvement, ça regroupe beaucoup de centres d'architecture de toute l'Europe, ça comprend aussi des universités comme le TH de Zurich, et maintenant aussi le pavillon de l'Arsenal, et le but c'est que cette initiative citoyenne arrive à récolter plus d'1 million de signatures pour ensuite espérer porter le projet de loi devant le Parlement européen, et ça montre le caractère essentiel de la part de la rénovation dans la production urbaine. Je vois que chez Quartus, ça devient 30% de objectifs par rapport à la régénération. C'est très bien, et c'est même presque un minimum en fait à faire. Parce qu'en fait, c'est certainement l'avenir de nos villes. Mais non, mais je me permets, mais en fait, le constat aujourd'hui, il est là. C'est l'avenir de nos villes, c'est de s'intéresser au parc, au patrimoine qui est absolument énorme et dont on ne sait pas quoi faire, parce que pendant très longtemps, ça a été plus ou moins un impensé ou un délaissé. Et en fait, aujourd'hui, pour loger les gens correctement dans de bonnes conditions, on ne pourra pas faire sans la question de la rénovation. Très bien. On parlait il y a un instant avec vous, Géraldine, d'une sorte de stupeur que vous avez ressenti en constatant que les gens ne voulaient rien partager, ou presque, à part un bout de jardin. Et vous, Vianney, bien au contraire, dans ce collectif des nouvelles urbanités auquel vous faites partie, et dans lequel tout partager. Militent des personnalités de premier ordre, qu'on pourrait citer, je pense à Dominique Alba notamment. Vous êtes pour une ville de la convivialité, de la solidarité et des communs. Racontez-nous un petit peu cette vision que vous avez, qui se rapporte finalement à tout ce qu'on vient de dire, et comment vous voyez ces débats, et comment ce collectif essaye d'infuser des idées assez éloignées des réflexes de peur et de repli sur soi. Tout à fait. Bonjour. Donc je suis Vianney Delhomme, journaliste et assez intéressé par le sujet du Grand Paris, et dans le cadre de ce travail, effectivement, j'ai pu pas mal traverser la métropole à pied et sous d'autres... oui, à pied essentiellement, en transport en commun, et ça a été le début d'une réflexion, d'observation sur la réalité de notre cadre de vie, parce qu'on parle beaucoup de logement, on parle beaucoup de construction, mais en réalité, il faut peut-être aussi contribuer à élargir le scope. Et heureusement, dans notre vocabulaire, s'acclimate un nouveau mot qui est la question de l'habitabilité, et qui est peut-être un critère absolument essentiel. Et donc, dans cette démarche-là, je me suis rendu compte que nous avions des questions à nous poser sur l'habitabilité du Grand Paris, aujourd'hui pour des raisons qu'on connaît tous, mais demain pour des raisons encore plus aiguës.
pour revenir à votre question, Jacques, oui, il y a un collectif qui s'appelle le collectif des nouvelles urbanités et qui est un collectif justement pour sortir de la logique projet où chacun a son cadre, chacun a son périmètre. C'est un collectif dans lequel il y a des architectes, des promoteurs, des aménageurs, des scientifiques. On a sacrément besoin de sciences, des chercheurs de différents ordres, sociologie, un journaliste, des notaires, parce que les notaires c'est vachement bien, c'est vachement important, des banquiers, et plutôt de l'ordre du public. Donc ce collectif, je vais vous citer ses membres fondateurs, c'est l'Atelier parisien d'urbanisme, c'est Aurore Hébergement d'urgence, c'est la Banque des territoires, c'est Chevreux Notaire, dont on connaît l'importance justement de la réflexion pour faire bouger les cadres. On parle depuis ce matin des nouveaux usages et de la façon dont la propriété va évoluer ou pas. Enfin, on va faire de notre mieux. Chevreux travaille sur ces histoires de valeurs foncières vertes. Oui. Chevreux est super pionnier. C'est un lieu de réflexion. C'est un vrai laboratoire en réalité du juridique. La cité anthropocène, qui est l'héritier de l'école urbaine de Lyon. L'école urbaine de Lyon, c'est le lieu dans lequel on pense. Ça a été le lieu dans lequel on a pensé l'anthropocène et l'idée que l'urbanisation du monde, c'était le déclencheur de l'anthropocène. C'est-à-dire que l'urbanisation, c'est d'abord un vecteur socio-économique et aujourd'hui, c'est environnemental et climatique, l'urbanisme. Donc c'est quand même un sacré changement de... Voilà, cette école urbaine, ces scientifiques sont là pour nous raconter tout ça. Enlarge Your Paris, encore heureux architecte. Donc on est dans la filiation. Tu parlais de la question de l'architecture, c'est jusqu'au trottoir. Encore heureux, c'est toute l'équipe, toute la tradition Patrick Bouchain. Donc l'usage avant le bâtiment, etc. C'est vraiment une réflexion qui a pris de nouvelles couleurs et qui a pris un nouvel intérêt avec les temps qui sont les nôtres. Et puis il y a Plateau Urbain. Plateau Urbain, c'est cette start-up ESS qui s'est employée à trouver une destination temporaire à à une partie des centaines de milliers de mètres carrés vides, soit qu'on ait oublié de les regarder, soit qu'ils soient frappés d'obsolescence technique, voire programmés, parce que ça existe aussi dans l'immobilier. Et puis l'Union sociale pour l'habitat et Yes We Camp. Yes We Camp qui est arrivé dans notre imaginaire avec les grands voisins, qui est à la fois un grand succès et un grand échec, un peu les deux en même temps. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et donc, tous ensemble. Alors, ce n'est pas des institutions, c'est plutôt des acteurs de ces institutions. Les grands voisins qui sont à la fois un grand succès et un grand échec. Oui, Yes We Camp. Oui, c'est un grand succès parce que ça a été le lieu d'une déclinaison de ce qu'on appelle le tiers-lieu, de l'acclimatation du tiers-lieu. Tout d'un coup, le concept de tiers-lieu est arrivé dans la presse. Il y a eu des reportages, etc. Ça a été le lieu où on a pu démontrer que les fameux usages, la mixité des usages, c'était possible. Ça a été un lieu dans lequel on a pu acclimater la notion d'urbanisme tactique, transitoire, provisoire, etc. Et en même temps, ça a été le lieu où on a vu que la production de la valeur foncière n'était pas partagée entre les acteurs. Et que donc un Yes We Camp pouvait avoir fait vivre ce lieu et sortir de Yes We Camp en licenciant 50 personnes. Parce que la production de valeur n'a pas été redistribuée à Yes We Camp. Et donc ça, c'est pas un mince sujet. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui renouvellent le logiciel de la construction de l'habitation, de la réhabilitation et de la vie sociale et économique, il faut comprendre aussi comment on modifie un peu la façon dont les tableaux Excel sont orientés. Donc, on parle de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Tout à fait. Donc c'est un succès et un échec. Et c'est vraiment important de le regarder comme ça. En plus, on sort derrière des habitations très belles, mais au prix du mètre carré, je ne vais même pas vous le dire. Donc, on s'est dit, en fait, ce projet, il naît de collectifs. On fait ce que font tous les collectifs, c'est-à-dire on publie, on fait des conférences, on propose des petits voyages d'études et on va essayer de traverser un peu la France pour aller voir là où des gens font des choses nouvelles en termes juridiques, d'usage, d'économie. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qui est important, c'est que ça se cristallise en 2019, lorsque Encore Heureux est commissaire de la Biennale d'architecture, enfin du pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise, avec une thématique qui est très intéressante, les lieux infinis. Et les lieux infinis, c'est ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui, c'est-à-dire comment les lieux qu'on a construits, les lieux dans lesquels on habite, on peut les renouveler.
On peut les faire vivre différemment selon les générations, les enjeux, les possibilités, l'argent, la découverte qu'on vit dans des métropoles à 100% îlot de chaleur, etc. Et ces lieux infinis, c'était plutôt dans la culture tiers-lieu à l'époque, en 2019. Mais 2019-2020, c'est quoi? C'est la rencontre du sentiment de l'épuisement de l'élan de la COP21, dont on trouve qu'il ne sort pas grand-chose. C'est le sentiment aussi de l'épuisement un peu de la culture tiers-lieu et du label tiers-lieu dont on dit mais non, en fait, c'est pas de l'urbanisme provisoire, c'est un nouvel urbanisme qu'il faudrait penser. Donc il faut sortir de ces étiquettes dans lesquelles on est bien à l'étroit. C'est aussi le Covid qui fait exploser nos référentiels. Géraldine l'a ô combien illustré. Et c'est tous ces éléments et puis l'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est pour les générations les plus jeunes, mais c'est aussi les professionnels qui tout d'un coup se disent, mais en fait, entre ma raison sociale et ce que je fais de mon mieux au quotidien et ce que je vis et perçois et ressens et voudrais faire, il y a parfois un hiatus assez conséquent. Donc on se réunit pour essayer de vivre ça du mieux que l'on peut, avec ensuite des enjeux, chacun a ses enjeux. Mais c'est intéressant de voir que des acteurs professionnels aussi divers ont besoin de partager à la fois des moments de réflexion, c'est-à-dire de sortir du silo dans lequel on est chacun, et aussi d'essayer de parler projet, mais projet hybride. Et puis de se dire, on va pas assez vite, parce que qui est capable de dire la réorientation écologique, on la vit au quotidien? Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse se lever et dire oui, en tout cas à l'échelle de nos besoins et de nos enjeux. Et puis par ailleurs, on se prend tous chacun dans son secteur, le mur réglementaire, le mur des pratiques, etc., même s'il y a de l'évolution. Et même si on sait que la finance va faire évoluer, que les assureurs vont faire évoluer, que la réglementation, le gouvernement va faire évoluer. Mais tout ça, est-ce que c'est à l'échelle de ce qui nous arrive? Le gouvernement parle d'un plus 4 degrés en France à l'horizon 2100. Île-de-France, c'est plus 6 degrés. Plus 6 degrés. Il n'y a pas que dans vos entrepôts qu'il n'y aura plus beaucoup de vivants. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est sidérant, ça nous dépasse tous. Donc on a fait un petit collectif. Quelques mots sur vous aviez formulé à l'époque, ça date un tout petit peu, mais 14 propositions, sans doute que certaines sont encore d'actualité ou peut-être certaines vous tiennent à cœur. On n'a pas le temps d'énumérer les 14, mais oui. En gros, quelques-unes qui vous tiennent à cœur, cher Vianney. Alors ça, justement, ma réponse, c'était je vais toutes les lire. Donc ça, c'est raté. Ces 14 propositions, elles sont formulées pour que tous les aménageurs, promoteurs, élus, responsables des services des collectivités essayent de faire leur marché et leur macédoine. La première, avant chaque construction neuve, vérifier si un bâtiment déjà existant peut accueillir les usages attendus, soit par de l'utilisation d'espace, soit par des aménagements. Et les 13 autres sont un peu, c'est pas la révolution, hein, mais en même temps, si on a ça sous le coude en permanence, c'est pas mal. Et c'est facile à dire, il faut jamais être donneur de leçons quand on enfonce des portes ouvertes, mais on n'a pas le choix aujourd'hui que de ne pas essayer de les enfoncer encore et toujours. Mais ces 14 propositions, si vous me faites un message sur LinkedIn ou par mail, je me ferai un plaisir de vous envoyer le PDF du journal qu'on a produit en 2020. 4 ans, mais enfin, il n'y a pas le papier a jauni, mais pas les idées. Vous travaillez sur ces histoires de charges foncières vertes qui sont mamarottes? Alors oui, alors moi non, parce que comme je vous ai dit, je suis journaliste et j'essaye de faire de la marche un outil de diagnostic urbain et anthropocène, mais ça, je me restreins à cette activité. Mais oui, effectivement, il y a de vraies réflexions sur, notamment plateau urbain, Yes We Camp, SNCF, IMO et Chevreux Notaire, et encore heureux, sont évidemment très pionniers sur la réflexion sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Maintenant, il n'y a pas d'évidence ni de facilité. Il n'y a pas d'évidence. Pour conclure, est-ce que les uns les autres, vous avez quelques idées, comme la table ronde précédente, d'indicateurs ou de comme ça, qui pourraient venir alimenter le baromètre qu'on est en train de construire de la décarbonation de l'Île-de-France? Estelle, je crois que vous y avez réfléchi. Oui, j'ai pris la consigne très au sérieux. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner comme indicateur? Parce qu'un indicateur, c'est très puissant. Les modèles d'évaluation, c'était dit en introduction dans la première table ronde, mais en fait,
tout ce qui se mesure est analysable et quantifiable, et donc ça, enfin bref, c'est un peu obligatoire aussi. Sur la partie sur l'aspect d'institution culturelle, il y a des réflexions que j'ai trouvées très intéressantes dans la partie du Shift Project, qui était notamment porté par Samuel Valency, qui lui-même est metteur en scène, militant et créateur de la Compagnie du Bleu. Et en fait, lui, il proposait que n'importe quel contenu culturel soit associé à une démarche carbone extrêmement quantifiable, par exemple pour un spectacle de théâtre, que tout le décor, que tous les éléments tiennent dans un 3 mètres cubes. Voilà. Est-ce que les musées, les productions de spectacles, les productions de cinéma, les institutions comme le pavillon de l'Arsenal qui sont un petit peu hybrides, doivent pas aussi à réfléchir à ça? Ça, pour le coup, c'est assez facile à mettre en place, c'est quantifiable, c'est objectif. Sur un aspect un peu moins quantifiable, mais que je trouve extrêmement important dans la stratégie de décarbonation et dans les indicateurs, c'est qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la science un peu dure et des indicateurs très objectifs, quantifiables, ce qui l'est peut-être un peu moins, mais qui est très important, c'est-à-dire la partie sociale. Il ne faut jamais oublier que les questions environnementales, il faut y appliquer une forme d'intersectionnalité et toujours regarder ça à l'aune d'un millefeuille d'inégalités sociales. Je reprends l'expression de Féris Barkat, qui est à l'origine de l'association Banlieue Climat, qui fait un travail exceptionnel auprès de publics qui sont normalement très éloignés de questions écologiques. Et en fait, si on n'a pas ces indicateurs-là ou cette attention-là aux inégalités sociales, la stratégie de décarbonation, elle fonctionnera, je pense, pas ou beaucoup moins, en tout cas de manière très inégalitaire. Et dernier point, c'est pour moi quantifier le nombre de bâtiments qui sont régénérés ou rénovés. Là, on retombe sur des indicateurs extrêmement simples à voir. Plus l'activité d'un promoteur ou d'un fabricant de la ville s'orientera vers la régénération, la rénovation, mieux ça sera. Géraldine, un mot? Alors, moi, voulant activement et avec enthousiasme participer à ton indicateur, en même temps étant responsable au sein d'une entreprise modeste, mais de mettre en place et de suivre quand même à la fois les politiques RSE et l'ensemble des reportings qui nous sont demandés pour avoir une petite idée quand même, la CSRD dont on parlait tout à l'heure, il faut quand même choisir à partir d'analyses, il y a 1000 indicateurs. Donc j'aurais un vœu pieux, c'est que ce baromètre ne rajoute pas des indicateurs en plus à d'autres indicateurs, parce que le travail d'harmonisation qu'on fait d'un côté, il faut que ça soit lisible. Après, je comprends très bien. Alors notre but, c'est de les faire parler, c'est d'en choisir, exactement. c'est de juste surtout pas de ne pas rajouter de la complexité. Donc l'idée, c'est garder cet élan d'harmonisation et de lisibilité, mais je ne doute pas que vous fassiez cela, de ne pas rajouter du truc. Moi, je reprendrais, j'en ai un en plus, ce serait d'essayer peut-être d'évaluer la part de modularité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce qui est produit. Alors, c'est quelque chose qui est pas vraiment quantifiable aujourd'hui, en tout cas, on ne nous le demande pas de cette manière-là. Donc, s'il en fallait un nouveau, ce serait que ce soit sur du tertiaire, sur du logistique, sur des mixités de fonctions. Je trouve qu'on a du mal à percevoir, quand on parle de réversibilité, comment on peut concevoir les choses. Effectivement, elle est difficile à produire. Donc, si on pouvait essayer, ne serait-ce que de regarder, une fois qu'on l'a faite, comment on peut s'inscrire et quelle est la trajectoire, est-ce que ça progresse dans le Grand Paris, ce serait intéressant, tout secteur sans doute confondu. Des choses comme le permis sans affectation qui va être expérimenté ou s'il ne l'est déjà en Ile-de-France, ça vous intéresse chez Quartus? Oui, bien sûr, il l'est déjà. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui faire des bâtiments qu'on pourrait qualifier d'agnostiques, enfin sans destination, enfin. Pardon. Oui, bâtiment agnostique. Je m'égare, mais enfin, je connaissais pas. Voyez l'idée. Voyez l'idée. Non, mais je veux dire, c'est très. On peut pas le faire aujourd'hui. On peut pas déposer un permis sans savoir à quelle destination c'est produit. Mais je crois beaucoup. D'ailleurs, la RATP a toujours été un peu pionnière dans le sujet. Enfin, moi, j'ai le souvenir, par exemple, boulevard Jourdan, de ce dépôt bus avec des logements étudiants qui ont été construits au-dessus. En fait, au début, je me suis dit, mais comment ils arrivent à faire un truc? Comment on peut déposer un projet pareil? Parce qu'en fait, on fait du logement avec de l'activité, personne va nous l'accorder. Donc finalement, ça se fait. Oui, il faut pouvoir le faire. Ensuite, il faut pouvoir déroger. Il faut laisser aussi les acteurs avoir la possibilité de déroger à certaines normes. Parce que là, pour le coup, alors là, on tombe dans des trucs où les codes des uns, les codes des autres, il y a un empilement de codes qui fait que les choses deviennent quelquefois impossibles à faire. Et il ne faudrait pas que ça bride la possibilité de faire. Il y a la technicité et les savoir-faire.
faut nous laisser aussi expérimenter. Céline Tignol, des idées d'indicateurs? Moi, je vais rester je crois qu'on a bien pointé là dans cet échange l'enjeu de l'existant, de retravailler sur l'existant, de beaucoup plus dans une logique de réhabilitation, rénovation que de démolition. Et donc moi, j'avais envie de rester sur l'économie parler d'économie circulaire, la matière, le poids. On n'a pas beaucoup parlé du poids matière de notre activité. Vanessa a parlé du travail d'encore heureux. On sait qu'on peut faire des choses. Et si, peut-être un indicateur autour du taux de réemploi, ça pourrait être finalement assez simple à calculer. Et là aussi, un bon indicateur de notre engagement collectif de la filière. On en reparlera tout à l'heure. Merci infiniment. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention à ce stade? Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 5 bonnes minutes, le temps d'une cigarette que plus personne ne fume pour la prochaine table ronde. Et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.